Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'un vampire qui aurait créé au XIXe siècle un mouvement de panique dans les foyers parisiens. Commençons par placer le contexte de cette histoire quelque peu rocambolesque, si vous le voulez bien. Nous sommes un soir d'août 1848, parmi les tombes du cimetière Montparnasse à Paris. Grâce au soleil de plomb qui a frappé les sépultures toute la journée, la nuit est chaude et agréable. Dans cette immensité de pierres tombales, rien ne bouge. Tout du moins en apparence. En y regardant de plus près, dans l'obscurité, une silhouette étrange semble se dégager et rôder étrangement au milieu des allées. Cette ombre va s'arrêter, se mettre à genoux près d'une tombe encore fraîche. Dans sa main, on peut distinguer un objet un peu comme une lame de couteau. Quelques minutes plus tard, l'ombre se mettra à sauter par-dessus le mur du cimetière et disparaîtra comme par enchantement dans la nuit sombre parisienne. Le lendemain, les gardiens du cimetière Montparnasse découvriront l'horreur. Au détour d'une allée pendant leur ronde, ils découvriront la dépouille d'une jeune femme affreusement mutilée. Cette femme avait été inhumée quelques jours plus tôt et son cadavre avait été déterré sans aucune précaution durant la nuit. Un journaliste de l'époque dira : après avoir fait sauter les planches qui fermaient la bière, autrement dit le cercueil, le coupable en a retiré le corps, a ouvert l'abdomen à l'aide d'un instrument tranchant et a retiré les intestins qu'il a jetés dans un massif d'arbustes. L'horreur. La police, en arrivant sur les lieux, indiquera dans son rapport que des actes de nécrophilie auraient été pratiqués sur la victime. La préfecture de police de Paris, inquiète, demandera à tous les gardiens de cimetière sur la place de Paris de redoubler de vigilance pendant leur ronde et d'en augmenter le nombre. Malgré les consignes de la préfecture de police auprès des gardiens de cimetière, celui que la presse surnommait déjà le vampire de Montparnasse continuera de pratiquer ses escapades nécrophiles de nuit sans être inquiété d'aucune manière. Dans les semaines suivantes, d'autres corps seront découverts, notamment encore sur Montparnasse, au Père-Lachaise dans le 18e arrondissement et sur d'autres cimetières parisiens. Quasiment à chaque fois, les victimes étaient de jeunes femmes enterrées récemment. Les Parisiens étaient de plus en plus inquiets de cette situation, car le vampire de Montparnasse continuait à se jouer des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre avaient été mises en place pour surveiller le cimetière de la capitale et néanmoins, l'homme échappait au piège. Après plusieurs mois d'une chasse à l'homme sans résultat, les forces de police décideront d'installer près du mur d'enceinte du cimetière un piège, un dispositif très particulier. La presse de l'époque parlera d'un cordon de machine infernale très rapproché. Ce dispositif était en fait composé d'armes à feu dont la détente était amorcée par un simple fil de fer. Comment se déclenchait-il ? Eh bien tout simplement un peu comme un collet. Le fait de trébucher sur ce fil tendu suffisait à actionner le mécanisme. Le piège se refermera sur le vampire de Montparnasse dans la nuit du 15 au 16 mars 1849. Les armes se déclencheront et blesseront par balle à de multiples reprises l'individu. Affaibli, blessé, il sera obligé de se rendre à l'hôpital du Val-de-Grâce pour y être soigné. Dans l'impossibilité de donner une raison valable à l'ensemble de ses blessures, il avouera ses méfaits au chirurgien. L'hôpital préviendra tout de suite la police et l'homme blessé sera arrêté sans ménagement par les forces de l'ordre. L'interrogatoire du suspect permettra de connaître enfin l'identité du vampire de Montparnasse. Le coupable de toutes ces atrocités se nommait François Bertrand. Il était sergent dans l'armée française
Il avait 25 ans, c'était un homme sans histoire, inconnu de la police jusqu'au moment des faits. L'enquête qui suivra l'arrestation de cet homme révélera un parcours de vie des plus macabres. Après une enfance solitaire à la campagne dans un endroit reculé de la Haute-Marne, le jeune homme laissera cours à ses pratiques macabres et ses pulsions sadiques sur des cadavres d'animaux qu'il aurait dénichés dans la forêt. Il avouera même avoir pratiqué des actes barbares sur des chevaux, des chats, des chiens, des moutons, et ne se serait pas arrêté là. Des animaux à l'homme, vous avouerez que la frontière sera très mince pour lui. Il la franchira lors d'une de ses affectations militaires. Il racontera à la police « Je ne pouvais plus tenir. Il fallait que je le fasse et je me suis mis à déterrer un corps avec mes mains. J'ai gratté la terre jusqu'au sang. » La Gazette du 25 mars 1849 dira dans un de ses articles « Les renseignements fournis sur Bertrand sont loin de lui être favorables. Dans la plupart des villes où il a été en garnison, notamment à Tours, Strasbourg et Metz, les cimetières ont été profanés avec des circonstances à peu près semblables à celles du cimetière Montparnasse. » L'étau commençait à se refermer sur lui. À quelques mois, à craindre le vampire de Montparnasse, les Parisiens découvriront l'horreur et se demanderont comment expliquer le geste de ce sergent nécrophile. À l'époque, les pratiques sexuelles dont il s'était rendu coupable sur les corps de ces pauvres femmes étaient complètement absentes des traités médicaux. Et ne parlons pas des textes de loi, car là aussi, rien. Aucun article ne se rapprochait des atrocités qu'il avait commises. Faute de mieux, son cas sera classé comme étant de la folie ou de la déviance macabre. Chance pour lui, bénéficiant de cette zone grise juridique, le vampire de Montparnasse sera seulement condamné à 1 an de prison pour violation nocturne de sépulture au nom de l'article 360 du Code pénal. Et ce, malgré le fait que le procureur de la République l'ait soupçonné d'avoir pratiqué des actes de nécrophilie sur des dizaines de cadavres. Une fois sa peine purgée, François Bertrand réintégrera comme si de rien n'était l'armée. Il sera affecté en Algérie, au 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique. La fin de sa vie sera beaucoup plus discrète. Le sergent quittera l'armée et se mariera au Havre en 1856 sans faire trop de vagues. Tout du moins en apparence. Car en 1860, 2 nouveaux cas de violation de sépulture seront constatés dans un cimetière local, non loin de chez François Bertrand. Aucune preuve ne permettra à la police de mettre en cause François Bertrand, qui décédera en 1878. Aux dernières nouvelles, le vampire de Montparnasse dormirait toujours parmi les morts.